Chapitre 1, la façade parfaite. Le docteur Benjamin Ben Hartwell se tenait sur le seuil de la chambre de son fils, observant Tommy, 7 ans, dormir paisiblement sous sa couette au motif de dinosaure. La douce lueur de la veilleuse projetait de douces ombres sur le visage du garçon, et Ben ne put s'empêcher de sourire devant l'innocence qui s'offrait à lui. À 38 ans, Ben s'était bâti ce que beaucoup considéraient comme une vie parfaite, un cabinet médical prospère spécialisé en chirurgie pédiatrique, une belle maison dans le prestigieux quartier de Willowbrook et ce qui semblait être une famille idéale. Son épouse, Victoria Tori Hartwell, avait été la perle rare de leur université. Blonde, vive et dotée d'un charme qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Elle venait d'une famille aisée, le genre de famille où les fonds fiduciaires et les adhésions à des country clubs étaient des droits de naissance plutôt que des aspirations. Son père, Richard Peton, possédait une chaîne d'hôtels de luxe sur la côte est, et sa mère, Constance, était une figure emblématique des cercles caritatifs de la haute société. Le milieu de Benson n'aurait pas pu être plus différent. Élevé par une mère célibataire qui travaillait comme infirmière en double journée pour financer ses études de médecine, il comprenait la valeur du travail acharné et de la loyauté. Sa mère, Eleanor, avait tout sacrifié pour ses études, ne se remariant jamais malgré plusieurs opportunités, affirmant toujours que Ben était sa priorité. Elle était décédée 2 ans seulement après la naissance de Tommy, non sans avoir vu son fils devenir l'un des chirurgiens pédiatriques les plus respectés de l'État. Ben comprit l'ironie du sort, il avait passé sa carrière à sauver des enfants tandis que son propre mariage se dégradait lentement à huis clos. Tori avait embrassé le rôle d'épouse de médecin avec enthousiasme, profitant initialement du statut social et du style de vie confortable que lui procurait sa réussite. Elle s'était investie dans des œuvres caritatives, notamment auprès de la fondation de l'hôpital pour enfants, où elle organisait des soirées et des collectes de fonds qui ont permis de récolter des millions. Mais en cours de route, cet enthousiasme s'était estompé. Ben remarqua d'abord des détails, son distante s'était installée dans leurs moments intimes, ses sorties entre filles plus longues avec des amis, ses critiques de plus en plus vives envers ses longues heures à l'hôpital. Lorsqu'il essayait d'en parler, elle esquivait la conversation avec son rire caractéristique et changeait de sujet, réussissant toujours à lui donner l'impression qu'il imaginait des choses. Tommy s'agita dans son sommeil et Ben ajusta délicatement la couverture autour de la petite silhouette de son fils. Le garçon était la lumière de sa vie. Brillant, curieux, doté de l'esprit d'analyse de Ben, mais du charisme naturel de Tori. À 7 ans, il savait déjà lire au niveau du lycée et possédait une capacité étonnante à comprendre des concepts complexes qui époustouflaient ses professeurs. Le téléphone de Ben vibra doucement. Un SMS de Tori en retard au comité d'organisation de l'association caritative. Ne m'attends pas, bisous. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 23h47. Les réunions du comité se terminaient généralement à 21h. Ben avait cessé de se poser des questions ces nuits tardives depuis des mois, se disant paranoïaque. Après tout, le dévouement de Tori aux œuvres caritatives était sincère. Elle avait contribué à récolter plus de 2 millions de dollars pour l'hôpital pour enfants rien que ces 3 dernières années. Descendant à son bureau, Ben s'installa dans son fauteuil en cuir et ouvrit son ordinateur portable. Il devait subir une opération chirurgicale complexe à 6 heures du matin sur un enfant de 4 ans atteint d'une malformation cardiaque rare. Ces cas exigeaient une concentration absolue, et Ben se targuait de ne jamais laisser ses affaires personnelles interférer avec ses responsabilités professionnelles. En examinant les dossiers des patients, son esprit s'égarait vers les changements survenus dans son foyer. Leur gouvernante, Madame Rodriguez, avait commencé à lui lancer des regards compatissants ces derniers temps, et leur jardinier avait fait plusieurs remarques sur l'ami de Madame Hartwell, venu lui rendre visite pendant la journée où Ben était au travail. Mais Ben avait ignoré ces observations, préférant se concentrer sur son cabinet et son fils plutôt que de nourrir des soupçons qui risquaient de briser la vie qu'ils avaient construite. La maison était différente quand Tori n'était pas là. Plus calme, mais aussi plus paisible. Ben se surprit à apprécier de plus en plus ces moments de solitude. Des moments où il pouvait simplement exister, sans la tension constante qui semblait hanter sa femme ces derniers temps. Son téléphone sonna, affichant le numéro de l'hôpital. Le docteur Hartwell à l'appareil. « Docteur, je suis désolé d'appeler si tard, mais nous avons une urgence. Un enfant de 6 ans est arrivé avec une hémorragie interne suite à un accident de voiture. La famille vous avait expressément demandé. » Ben ferma son ordinateur portable sans hésiter. « Je serai là dans 20 minutes. » Alors qu'il prenait ses clés et se dirigeait vers la porte, il s'arrêta pour vérifier une dernière fois comment allait Tommy. Le garçon dormait, inconscient que son père était sur le point de sauver la vie d'un autre enfant.
Tandis que sa propre famille s'effondrait lentement autour de lui, Ben ignorait qu'en quelques semaines, toutes ses convictions concernant sa vie voleraient en éclats et que l'homme qu'il pensait être serait remplacé par quelqu'un de bien plus dangereux qu'on ne pouvait l'imaginer. Chapitre 2. L'autre homme. 3 semaines plus tard, Ben quittait l'hôpital après une opération particulièrement éprouvante lorsqu'il aperçut une silhouette familière dans le parking. Tori se tenait près d'une Porsche argentée, engagé dans ce qui semblait être une conversation intense avec un homme que Ben ne reconnaissait pas. L'inconnu était grand, athlétique, avec cette assurance décontractée qui lui venait de n'avoir jamais rien eu à faire. Instinctivement, Ben se plaça derrière un pilier de béton, une intuition primitive lui conseillant d'observer plutôt que d'approcher. La main de l'homme s'attarda sur le bas du dos de Tori pendant leur conversation, un geste trop intime pour une simple amitié. Lorsque Tori rit, ce même rire musical qui avait attiré Ben à l'université, et se laissa aller au contact de l'inconnu, Ben sentit une sensation de froid s'installer dans sa poitrine. Il les regarda s'embrasser, non pas le baiser rapide d'amis, mais l'étreinte passionnée et prolongée d'amoureux. Le baiser dura près de 30 secondes, et lorsqu'ils se séparèrent, le visage de Tori afficha une expression que Ben n'avait pas vue depuis des années. Un pur bonheur sans réserve. Ben resta caché jusqu'à l'heure. Départ dans des voitures séparées, sa formation médicale cataloguant automatiquement les détails. La plaque d'immatriculation de l'homme, sa taille et sa corpulence approximative, la montre de luxe à son poignet, sa façon de se déplacer avec l'assurance arrogante de quelqu'un qui n'avait jamais eu à subir de véritables conséquences. Ce soir-là, Tori rentra avec des sacs de courses de boutique haut de gamme, fredonnant doucement en préparant le dîner. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda-t-elle en embrassant la joue de Ben avec des lèvres qui avaient embrassé un autre homme quelques heures auparavant. « Longue opération ? Mais réussie. » Ben se lava soigneusement le visage, cherchant le moindre signe de culpabilité ou de tromperie. Il n'en trouva aucun. Seulement le même sourire d'entraînement qu'elle lui adressait depuis des mois. « C'est merveilleux. Je suis si fier de ce que tu fais. » Elle se déplaça dans la cuisine avec une énergie inhabituelle, presque rayonnante. « Oh, j'ai trouvé ce vin que tu aimes. Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble, pour une fois. » Il a fallu 3 jours d'enquête minutieuse à Ben pour identifier l'homme, le docteur Ryan Hutchfield, 36 ans, chirurgien plasticien exerçant dans le quartier le plus huppé de la ville. Sa clientèle comprenait des célébrités, des épouses de politiciens et toute personne disposant des moyens financiers nécessaires pour s'offrir ses services. Contrairement à Ben, qui avait acquis sa position par le mérite et le sacrifice, Ryan était issu d'une dynastie médicale. Son père et son grand-père étaient tous deux chirurgiens renommés, et Ryan avait hérité non seulement de leur cabinet, mais aussi de leur fortune considérable. Ben a découvert que Ryan se spécialisait dans ce qu'il appelait des interventions discrétionnaires, des chirurgies esthétiques non médicalement nécessaires, mais qui alimentaient la vanité de clients fortunés. Ses réseaux sociaux révélaient un style de vie fait de voitures de luxe, de vacances exotiques et de soirées caritatives où il posait avec la même élite sociale que Tori fréquentait. Plus Ben creusait, plus il comprenait l'attrait de ce dernier, où Ben offrait stabilité et amour sincère. Ryan offrait excitation et plaisir illimité. Il possédait un yacht, une maison de vacances dans les Hamptons, et évoluait dans des milieux où l'argent n'était jamais un critère. Ben engagea une détective privée, une ancienne inspectrice de police nommée Lisa Garrett, spécialisée dans la surveillance discrète. Son rapport, remis une semaine plus tard, contenait des photos et des preuves documentées d'une liaison d'1 an, des reçus d'hôtel, des notes de restaurant, et même des voyages qui coïncidaient avec les week-ends entre filles de Tori. Elles ne sont pas particulièrement prudentes, remarqua Lisa lors de leur rencontre dans un café de l'autre côté de la ville. On dirait qu'elles se croient intouchables. Ben étudia les photos avec le même détachement clinique qu'il apportait aux dossiers médicaux. Tori et Ryan dans des restaurants chics, se promenant main dans la main dans Central Park, s'enlaçant sur le balcon d'une chambre d'hôtel. Sur chaque image, Tori paraissait radieuse, plus vivante qu'elle ne l'avait été pendant des années de mariage. Il y a plus, poursuivit Lisa en glissant un autre dossier sur la table. Ryan a une réputation. Ce n'est pas sa première liaison avec une femme mariée. En fait, il semble même les préférer. J'ai pu documenter au moins 3 autres cas ces 5 dernières années. Ben assimila cette information sans réagir visiblement, même si quelque chose de fondamental était en train de changer. L'homme qui avait consacré sa vie à la guérison, qui avait fait le serment de ne pas nuire, sentit ce serment céder sous le poids de la trahison. « Que voulez-vous que je fasse de cette information ?» demanda Lisa. Ben referma les dossiers et regarda par la fenêtre,
observant des gens ordinaires vaquer à leurs occupations, inconscients que le monde d'un homme venait d'être méthodiquement détruit. Continuez la surveillance. Je veux tout savoir. Leurs habitudes, leurs lieux de rendez-vous, leurs projets, tout. Ce soir-là, Ben était assis dans son bureau bien après que Tori se soit couché, fixant les photos éparpillées sur son bureau. Les photos de classe de Tommy étaient à côté, rappelant l'enjeu réel. Son fils méritait mieux qu'une mère capable de mentir si facilement et un père peut-être trop confiant. Pour le protéger. Ben s'était toujours vanté d'être un homme de science, quelqu'un qui abordait les problèmes avec logique et méthode. Alors qu'il commençait à prendre des notes dans un carnet en cuir, notant dates, schémas et observations, il réalisa qu'il abordait cette situation de la même manière qu'il abordait une opération chirurgicale complexe. D'abord, on évalue l'étendue des dégâts. Ensuite, on planifie l'intervention avec précision. Enfin, on l'exécute d'une main sûre et avec une conviction absolue. La seule différence était que cette fois, Ben n'avait pas l'intention de sauver une vie. Chapitre 3. La fièvre. 2 mois après avoir découvert la liaison de Tori, Ben avait développé une routine d'observation attentive et de documentation méticuleuse. Il avait appris que les mercredis soirs étaient réservés à Ryan, déguisé en réunion de club de lecture. Les samedis après-midi étaient consacrés à 4 virées shopping qui se terminaient dans l'appartement de Ryan. Les brunchs du dimanche avec les filles étaient en fait des rendez-vous prolongés dans des hôtels de luxe en dehors de la ville. Tommy restait parfaitement inconscient de la tension, même si Ben remarqua que son fils commençait à demander pourquoi maman sortait toujours. Ben éluda ces questions avec la même habileté. Tori avait l'habitude de faire taire ses propres inquiétudes. Mais chaque question innocente de son fils de 7 ans renforçait la détermination grandissante de Ben. Ce vendredi soir-là, Ben consultait son compte rendu chirurgical lorsqu'il entendit Tommy pleurer à l'étage. Il trouva son fils recroquevillé dans son lit, son petit corps tremblant de fièvre. « Papa, je ne me sens pas bien », murmura Tommy d'une voix faible et rauque. Ben se mit aussitôt en mode médecin, prenant la température de Tommy avec un thermomètre numérique. La température lui glaça le sang, 40 degrés Celsius. Ce n'était pas une simple fièvre infantile. C'était un territoire dangereux qui nécessitait une attention médicale immédiate. « Où est maman ?» demanda Tommy en le prenant dans ses bras. « Elle est à la fête de Madame Patterson, tu te souviens ?» demanda Ben, tout en sachant exactement où se trouvait Tori. Le dernier rapport de Lisa confirmait que les vendredis soirs faisaient désormais partie du programme des liaisons, Tori et Ryan se retrouvant dans un bar à vin chic du centre-ville. Ben appela Tori sur le portable tout en évaluant l'état de Tommy. La fièvre, il y avait une. Éruption cutanée sur le torse et une raideur de la nuque. Des symptômes qui pouvaient indiquer une infection grave ou une ménite. Ben, qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Tori portait le bruit de fond des rires et des verres qui s'entrechoquent. Tommy a 40 degrés de fièvre. Je dois l'emmener à l'hôpital immédiatement. Tu peux nous y retrouver? Il y eut un silence, puis le rire de Tori, mais pas celui qui lui était destiné. Il nous manipule pour attirer l'attention, dit-elle, s'adressant clairement à quelqu'un d'autre. Laisse-le transpirer. La main de Ben se serra sur le téléphone. Tori, c'est sérieux. Il a besoin de... Oh, s'il te plaît, Ben. Tu dramatises toujours le moindre petit reniflement. C'est probablement juste un rhume. Donne-lui du Tylenol pour enfant et il ira bien demain matin. Sa température est de 40 degrés. Ce n'est pas un rhume. Tu exagères parce que tu es médecin. Toutes les fièvres ne sont pas des urgences médicales. Je ne quitte pas la fête de Rachel parce que Tommy réclame de l'attention. La ligne est coupée. Ben fixe le téléphone un instant, digérant ce qui vient de se passer. Sa femme, la mère de Tommy, vient de négliger la grave maladie de leur fils pour pouvoir continuer sa soirée avec son amant. La femme qu'il a épousée, qui avait autrefois pleuré un chaton malade, vient de négliger cruellement le bien-être de leur enfant. La respiration de Tommy est devenue plus difficile et sa peau est comme du feu sous les mains de Ben. Sans hésiter, Ben enveloppe son fils dans une couverture et appelle le 911. Ici le docteur Benjamin Hartwell. J'ai besoin d'une ambulance à 12h47, Willowbrook Drive. Mon fils de 7 ans a une forte fièvre accompagnée de symptômes neurologiques. Je rejoins les ambulanciers à la porte. En attendant l'ambulance, Ben serre Tommy contre lui, sentant les battements rapides du cœur du garçon contre sa poitrine. Tout va bien se passer, mon pote. Papa va prendre soin de toi.
Tommy lève les yeux, ses yeux vitreux et tachés de fièvre. Maman arrive? Non, fiston. Maman est occupée. L'ambulance est arrivée en moins de 8 minutes et Ben a accompagné Tommy à l'hôpital, tenant la petite main de son fils pendant que les ambulanciers s'efforçaient de stabiliser ses constantes. Le personnel des urgences a immédiatement reconnu Ben et a accéléré le traitement de Tommy. Le docteur Sarah Kim, la pédiatre traitante, a confirmé les pires craintes de Ben après des analyses de sang et une ponction lombaire. C'est une méningite bactérienne. Nous l'avons diagnostiqué rapidement, mais il aura besoin d'un traitement antibiotique intensif et d'une surveillance pendant les prochaines 48 heures. Alors que Tommy était admis aux soins intensifs pédiatriques, Ben était assis près du lit de son fils, regardant les moniteurs enregistrer chaque battement de cœur et chaque respiration. Son téléphone a vibré, un SMS de Tori lui a été envoyé. « Comment va Tommy ? Impossible de parler maintenant, mais on prendra de ses nouvelles plus tard. Bisous. » Ben a éteint son téléphone et ouvert son ordinateur portable pour accéder à la messagerie sécurisée qu'il utilisait pour ses consultations médicales. Mais au lieu de communiquer avec ses patients, il a rédigé un autre type de message. « Lisa, j'ai besoin que tu accélères les choses. Prends les papiers de garde. Prêt immédiatement. Je veux qu'il soit servi lundi matin. » Il marqua une pause, regardant son fils endormi, puis reprit son texte. Et aussi, commence une vérification complète des antécédents de Ryan Hutchfield. Dossier financier, antécédents professionnels, relations personnelles. Je veux tout savoir de lui, surtout tout ce qu'il ne voudrait pas voir rendu public. Ben envoya le courriel et ferma l'ordinateur portable. Alors qu'il se rasseyait sur sa chaise de chevet pour ce qui allait être une longue nuit à surveiller l'état de Tommy, il sentit quelque chose se cristalliser en lui. L'homme qui avait passé des années à accorder le bénéfice du doute à Tori, qui avait justifié les comportements suspects et ignoré les signaux d'alarme évidents, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de bien plus dangereux. Un père dont l'enfant avait été abandonné dans un moment de crise. Un mari dont la confiance avait été irrémédiablement brisée, et un homme qui possédait à la fois l'intelligence et les ressources nécessaires pour que la trahison ait des conséquences. Tommy remua dans son sommeil, et Ben serra doucement la main de son fils. « T'inquiète, mon pote, murmura-t-il. Papa va veiller à ce que tu sois protégé à partir de maintenant, quoi qu'il arrive. » Chapitre 4. Le service. La convalescence de Tommy dura 5 jours à l'hôpital, durant lesquels Tori lui rendit visite exactement 2 fois. Chaque fois pendant moins d'1 heure, et chaque fois accompagné d'excuses parfaitement raisonnables concernant des obligations caritatives et des engagements familiaux. Elle apporta des fleurs et une peluche, posa pour un selfie avec Tommy qu'elle posta aussitôt sur les réseaux sociaux avec la légende « Mon brave petit guerrier », et passa la majeure partie de sa visite à consulter son téléphone. Ben observa la prestation de sa femme avec un détachement clinique, notant comment elle se positionnait pour un maximum de sympathie tout en déployant un minimum d'effort. Elle jouait le rôle de la mère inquiète juste assez bien pour préserver les apparences, mais Ben voyait clair. Maintenant, chaque geste semblait calculé, chaque expression d'inquiétude creuse. L'important, c'est qu'il aille mieux, dit Tori avec entrain alors qu'il s'apprêtait à ramener Tommy à la maison. Les enfants sont si résilients, n'est-ce pas? Ben hocha simplement la tête, aidant Tommy à s'installer dans son fauteuil roulant pour la sortie. Son fils était faible, mais se rétablissait bien, les antibiotiques ayant réussi à combattre l'infection. Les médecins avaient confirmé ce que Ben savait déjà. Une intervention précoce avait sauvé la vie de Tommy. La vie. Quelques heures de retard supplémentaire auraient pu entraîner des lésions cérébrales permanentes, voire la mort. Chez lui, Ben a fait en sorte que Madame Rodriguez reste à temps plein pour la convalescence de Tommy, officiellement pour l'aider à prendre soin de lui, mais en réalité pour témoigner des absences répétées de Tori. Il a également installé un système de sécurité sophistiqué sous prétexte de protéger Tommy pendant sa période de vulnérabilité, mais les caméras auraient une toute autre fonction. L'enquête approfondie de Lisa Garrett avait donné des résultats fascinants. Ryan Hutchfield, malgré son cabinet prospère et sa fortune héritée, avait des habitudes financières intéressantes. Son train de vie dépassait même ses revenus considérables, financés par une série d'investissements et de prêts de plus en plus risqués. Plus intriguant encore, il avait l'habitude de cibler les femmes mariées fortunées, recevant souvent d'elles des cadeaux sous forme de bijoux coûteux, de voitures et même d'investissements immobiliers. C'est en fait un homme de main haut de gamme diplômé en médecine, a expliqué Lisa lors de leur rencontre au bureau de Ben après les heures de bureau.
Il utilise son statut professionnel pour accéder à des cercles sociaux aisés, puis cultive des relations avec des femmes mariées disposant d'un patrimoine substantiel. Ben a étudié les documents financiers éparpillés sur son bureau. Comment beaucoup d'autres? Au moins 6 que je peux documenter. Le schéma est toujours le même, des expériences de luxe pleines de charme, puis des ennuis financiers croissants. Les femmes quittent généralement leur mari et transmettent des biens importants à Ryan, soit directement, soit par le biais d'investissements communs. Et après les divorces, le sourire de Lisa était sombre. Ryan se lasse remarquablement vite une fois le défi passé. Une relation dure en moyenne environ 8 mois après un divorce. Ben a assimilé cette information en consultant les photos des comptes de Ryan sur les réseaux sociaux. L'homme documentait son style de vie de manière obsessionnelle. Dîners coûteux, vacances de luxe, vêtements de créateur, voitures de luxe. Sur de nombreuses photos, Ben pouvait voir des bijoux et des accessoires qu'il reconnaissait désormais comme des articles que Tori prétendait s'être achetés. Il y a autre chose, a poursuivi Lisa. J'ai suivi leur communication. Ils prévoient quelque chose pour ce dimanche. Elle tendit à Ben une transcription imprimée des SMS échangés par Tori et Ryan, obtenus par des moyens que Ben ne voulait pas connaître. La conversation révélait que Tori prévoyait d'aller au brunch du dimanche au Willowbrook Country Club avec les filles, mais le véritable projet impliquait que Ryan la rejoigne là-bas. Ils avaient apparemment réservé une salle à manger privée pour discuter de leur avenir ensemble. Ben lut les messages 2 fois, la mâchoire serrée à chaque échange. Il parlait de lui avec un mépris désinvolte, le qualifiant d'obstacle et plaisantant sur son dévouement à son travail. Ryan avait écrit, une fois le divorce prononcé, nous pourrons voyager où nous voulons. L'argent de ton mari nous durera des années. La réponse de Tori fut encore pire. Tommy s'adaptera. Les enfants s'adaptent facilement, et Ben est tellement concentré sur sa patience qu'il ne remarquera probablement même pas notre absence la moitié du temps. Ben posa les papiers et regarda par la fenêtre de son bureau la silhouette de la ville, les lumières scintillant au loin comme des étoiles. Quelque part, sa femme était probablement avec son amant en ce moment même, planifiant un avenir qui impliquerait de le laisser tomber et de limiter Tommy à des visites opportunes le week-end. Quand voulez-vous que les papiers soient signifiés, demanda Lisa. Ben consulta son agenda. Un brunch dominical au country club serait parfait. Maximum de témoins, humiliation maximale. Tori accordait plus d'importance à son statut social qu'à presque tout le reste. La voir signifier les papiers du divorce devant tout son cercle social serait dévastateur. Dimanche à 11h, salle à manger principale du country club et dépôt de la demande de garde. Ben avait passé beaucoup de temps à élaborer cette stratégie avec son avocat, David Ross, l'un des spécialistes du droit de la famille les plus impitoyables de l'État. La demande de garde ne visait pas seulement la garde principale, mais la garde exclusive sur la base d'un abandon et d'une négligence avérée. Le dossier médical de l'hospitalisation de Tommy, combiné au témoignage sur l'absence de Tori pendant l'urgence médicale, dresserait un tableau accablant d'abandon parental. Déposez le dossier de garde exclusive, joignez le dossier médical, la chronologie de ses absences pendant la maladie de Tommy et la déclaration de Madame Rodriguez concernant la négligence de Tori. Lisa hocha la tête et prit des notes. Ross dit, vous avez un dossier solide. Abandonner un enfant lors d'une urgence médicale tout en ayant une liaison extra-conjugale, ça ne passe pas bien aux yeux des juges aux affaires familiales. Ben se leva et se dirigea vers sa fenêtre, observant la circulation nocturne dans les rues de la ville en contrebas. Chaque voiture contenait des gens vivant leur vie, poursuivant leurs rêves, aimant leur famille. La plupart d'entre eux ne connaîtraient jamais la trahison qui avait bouleversé son univers. Mais Ben apprenait que la trahison, bien gérée, pouvait se transformer en quelque chose de complètement différent. La rage qu'il avait ressentie au départ s'était cristallisée en quelque chose de plus froid et de plus précis. Une détermination à s'assurer que les actes aient des conséquences et que ceux qui abandonnent leurs responsabilités soient punis comme il se doit. Il y a encore une chose que je veux que vous fassiez, dit Ben sans se retourner. Je veux une surveillance complète de l'appartement de Ryan ce week-end. S'ils planifient leur avenir ensemble, je veux savoir exactement à quoi ils ressemblent. Tandis que Lisa rassemblait ses affaires et se préparait à partir, Ben restait à la fenêtre, planifiant déjà ses prochaines actions. La remise des papiers ne serait que le début. Tori et Ryan avaient commis l'erreur de le sous-estimer, de le considérer comme un obstacle prévisible à contourner plutôt que comme un adversaire à respecter. Ils allaient bientôt comprendre la différence. Chapitre 5. Les sources du piège.
Le dimanche matin arriva avec ce temps automnal frais qui rendait la terrasse du Willowbrook Country Club particulièrement prisée. Ben le savait pour y avoir passé des années à assister à des événements caritatifs avec Tori, la regardant s'affairer avec un charme d'entraînement tout en discutant poliment avec d'autres maris qui partageaient son statut d'outsider dans ce monde de privilèges hérités. Tommy se sentait beaucoup mieux, bien qu'encore suffisamment faible pour nécessiter une surveillance attentive. Ben avait pris des dispositions pour que Madame Rodriguez reste chez lui officiellement pour des soins, mais en réalité pour assurer la protection des témoins de son fils pendant ce qui allait se passer. « On peut aller au parc plus tard ?» demanda papa Tommy au petit déjeuner. Son appétit revient enfin à la normale. « Peut-être demain, mon pote. Papa a une affaire importante à régler aujourd'hui. » Tori entra dans la cuisine à 10h30, vêtue d'une robe de créateur couleur crème dont Ben réalisa qu'elle avait probablement été achetée pour les goûts de Ryan. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches. Et elle portait les boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait offertes pour leur 10e anniversaire. Ironiquement, des bijoux pour infidélité. « Je vais bruncher avec les filles », annonça-t-elle en embrassant le front de Tommy et la joue de Ben avec une efficacité maîtrisée. « On prépare la vente aux enchères caritatives de Noël, alors je risque d'être en retard. »« Prends ton temps, » dit Ben d'une voix douce. « Je serai là avec Tommy. » Il regarda par la fenêtre de la cuisine Tori s'éloigner dans sa BMW blanche, fonçant droit vers une collision qu'elle n'imaginait pas. L'équipe de surveillance de Lisa était déjà en position au country club et l'huissier attendait le signal. À 11h15, le téléphone de Ben vibra, un SMS de Lisa. Le colis était livré. Ben était curieux de connaître le moment exact de l'impact. Il avait donc demandé à Lisa de lui fournir un compte rendu détaillé. Le rapport arriva 1 heure plus tard, et Ben le lut assis dans son bureau. Tommy dormait tranquillement à l'étage, sous l'œil attentif de Madame Rodriguez. Tori était arrivé au country club à 10h45, se dirigeant immédiatement vers la salle à manger privée où Ryan l'attendait avec du champagne et des fraises. D'après l'équipe de surveillance, ils s'étaient enlacés passionnément avant d'entamer une conversation intime. Leur langage corporel suggérait des projets sérieux. À 11h précises, un huissier de justice professionnel nommé Michael Torres s'était approché de leur table. C'était un ancien marine spécialisé dans les services à enjeux élevés et qui n'avait aucune tolérance pour les drames ni les retards. Victoria Hartwell. Tori avait levé les yeux de sa flûte de champagne, pensant probablement qu'il faisait partie du personnel du club. « Oui, vous avez été servi. » Torres déposa les documents juridiques à côté de son assiette avec une précision militaire. « Les papiers du divorce et de la garde des enfants. Bonne journée. » L'équipe de surveillance, stratégiquement positionnée dans la salle à manger, avait documenté la réaction de Tori en détail. D'après le rapport, elle était devenue complètement blême, fixant les papiers comme s'ils allaient disparaître. Ryan s'était immédiatement emparé des documents et les avait parcourus rapidement avant que son visage ne prenne ce que Lisa décrivait comme l'expression d'un homme réalisant une erreur de calcul. Mais le véritable drame avait éclaté lorsque d'autres convives avaient commencé à remarquer l'agitation. Le brunch dominical du country club était un événement social où les ragots se propageaient à une vitesse folle. En quelques minutes, la moitié de la salle bourdonnait de spéculations sur ce qui venait d'arriver à Tori Hartwell. Selon des témoignages qui se révéleraient plus tard utiles au tribunal, Tori s'était levé brusquement, renversant sa coupe de champagne et se mettant à crier qu'il s'agissait d'une erreur et d'un harcèlement. Ryan avait tenté de la calmer, mais ses efforts n'avaient fait qu'attirer davantage l'attention sur leur table et leur relation intime évidente. La scène avait culminé lorsque Tori avait quitté la salle à manger en trombe, suivi par Ryan. Tous deux se heurtèrent à une avalanche de haussements de sourcils et de regards entendus de la part de la fine fleur de Willowbrook. Lorsqu'ils atteignirent le parking, Tori pleurait hystériquement tandis que Ryan semblait avoir une conversation très sérieuse sur la gestion des dégâts. Ben ferma le rapport de surveillance et monta voir Tommy, qui coloriait un livre de dinosaures pendant que Madame Rodriguez lisait à proximité. Son fils leva les yeux brillants, sa fièvre complètement disparue. « Comment vas-tu, mon pote ? » « Beaucoup mieux, papa. »« Quand est-ce que maman rentre ?» Ben s'assit au bord du lit de Tommy, choisissant ses mots avec soin. « Maman va peut-être rester ailleurs un moment, mais toi et moi, tout ira bien. » Tommy accepta cela avec la résilience de l'enfance, retournant à son coloriage. Ben embrassa son fils sur le front et redescendit où son téléphone sonnait déjà. « Ben. » La voix de Tori était aiguë de panique. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu ne peux pas me remettre les papiers du divorce au brunch. C'est humiliant. »
En fait, je peux, répondit Ben calmement. Et je l'ai fait. Il s'agit de Tommy malade, n'est-ce pas? Tu es complètement déraisonnable. Les enfants ont tout le temps de la fièvre. Il s'agit de toi qui abandonnes notre fils lors d'une urgence médicale pour poursuivre ta liaison avec Ryan Hutchfield. Le silence à l'autre bout du fil dura près de 30 secondes. Quand Tori reprit la parole, sa voix avait changé. La panique avait fait place au calcul. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais je sais tout, Tori. Les hôtels, les restaurants, les voyages. Je connais la situation financière de Ryan et son passé avec les femmes mariées. Je suis au courant de vos projets de voyage ensemble après notre divorce. Un autre silence. Ensuite, Ben, on pourra régler ça. On pourra aller voir un thérapeute. Non, l'interrompit Ben, sa voix portant une finalité qui le surprit même. On ne peut pas. La seule chose qu'on va régler, ce sont les modalités de garde et le partage des biens. Tu ne peux pas me prendre Tommy. Je ne te le prends pas. Tu l'as déjà abandonné. Je rends juste ça officiel. Il raccrocha et appela immédiatement David Ross, son avocat. Comment ça s'est passé, demanda David. Exactement comme prévu. Elle panique, ce qui signifie qu'elle va faire des erreurs. Combien de temps avant l'audience pour la garde? L'audience d'urgence est prévue jeudi. Avec le dossier médical et les témoignages, nous devrions obtenir la garde exclusive temporaire en attendant la procédure complète. Ben se dirigea vers la fenêtre de son bureau, regardant la pelouse parfaitement entretenue qui représentait tout ce qu'il avait construit pour sa famille. Bientôt, il ne resterait plus que lui et Tommy, ce qui ressemblait plus à un début qu'à une fin. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Ce n'est pas fini. On ne sait pas à qui on a affaire. Ben sourit d'un air sombre et transféra le message à Lisa avec un mot. On dirait que Ryan veut jouer. Voyons quelles autres informations intéressantes nous pouvons trouver sur les pratiques commerciales du Dr Hutchfield. La première phase de son plan était terminée. Tori et Ryan avaient été démasqués et humiliés. La machine judiciaire était en marche et Tommy était sain et sauf. Mais Ben ne faisait que commencer. Après tout, l'abandon d'un enfant lors d'une urgence médicale en riant à ce sujet méritait des conséquences qui s'étendaient bien au-delà des papiers de divorce. Chapitre 6. Le dilemme du médecin. 3 jours après l'humiliation du country club, Ben a reçu un appel téléphonique intéressant à son bureau. Le docteur Ryan Hutchfield voulait se rencontrer ostensiblement pour discuter de la situation comme des hommes civilisés. Ben a accepté, curieux de voir quel type d'homme ciblerait la femme et la famille d'un autre homme avec une telle précision calculée. Ils se sont rencontrés dans un café en territoire neutre, loin de l'hôpital et de la clinique de Ryan. Ben est arrivé en premier, choisissant une table d'angle où il pouvait observer l'entrée et le langage corporel de Ryan. Lorsque Ryan est entré, Ben a été frappé par son apparence ordinaire sans les gommages chirurgicaux ni les vêtements chers. Juste un autre homme de la fin de la trentaine en essayant de projeter la confiance qu'il ne ressentait pas entièrement. Le docteur Hartwell, a déclaré Ryan, tendant sa main avec un professionnalisme forcé. Merci d'avoir rencontré moi. Ben a serré la main offerte, notant que l'emprise de Ryan était ferme, mais sa paume était légèrement humide, un signe subtil de nervosité. Docteur Hutchfield, de quoi vouliez-vous discuter? Ryan s'est assis et s'est lancé dans ce qui était clairement un discours répété sur les malheureux malentendus et les situations compliquées. Il s'est peint comme un homme qui était simplement tombé amoureux, soulignant ses véritables sentiments pour Tori tout en évitant soigneusement toute reconnaissance des dommages qu'il avait aidé à causer. Je comprends que vous êtes bouleversé, a déclaré Ryan, son ton suggérant qu'il considérait Ben comme un obstacle déraisonnable plutôt que comme un mari lésé. Mais Tori et moi n'avons pas prévu que cela se produise. Parfois, les gens se connectent simplement. Ben a écouté sans expression, cataloguant chaque mot et chaque geste. Ryan se produisait, essayant de s'établir comme le parti raisonnable tout en positionnant Ben comme un mari trop émotionnel qui ne pouvait pas accepter que son mariage soit terminé. Que proposez-vous exactement? Demanda Ben. Un divorce civilisé. Tori obtient une garde raisonnable de Tommy. Vous obtenez une juste division des actifs et nous avançons tous de l'avant avec nos vies. Pas besoin de drame public ou de bataille judiciaire laide. Ben a presque ri. L'audace était à couper le souffle. Ryan demandait essentiellement à Ben de faciliter sa propre destruction tout en le rendant aussi pratique que possible pour les personnes qui l'avaient trahi.
Et si je n'accepte pas votre définition de raisonnable, le masque de Ryan a légèrement glissé, révélant quelque chose de plus difficile en dessous. Écoutez, je comprends que vous êtes en colère, mais vous devriez savoir que Tori et moi sommes sérieux au sujet de notre avenir ensemble. Combattre cela ne fera que nuire à Tommy à long terme. Tu me menaces. J'explique la réalité. Ryan se pencha en avant, sa voix tombant. J'ai des ressources, des liens et de l'influence dans cette ville. Tori vient de l'une des familles les plus éminentes de l'État. Si vous essayez de rendre cela difficile, vous vous retrouverez à combattre des batailles, vous ne pouvez pas gagner. Ben a étudié le visage de Ryan, notant la façon dont ses yeux s'étaient endurcis et sa posture était passée du suppliant au prédateur. C'était le vrai Ryan Hutchfield. Pas le charmant médecin ou amant dévoué, mais un homme qui considérait les autres comme des obstacles à surmonter ou des actifs à acquérir. Intéressant, a déclaré Ben légèrement. Et comment me rendrais-tu les choses difficiles pour moi? Ryan sourit, l'expression froide et calculant. Les membres du conseil d'administration de l'hôpital se parlent. Les patients riches ont un choix sur le chirurgien à faire confiance avec leurs enfants. Les licences médicales nécessitent un examen par les pairs pour le renouvellement. Il existe de nombreuses façons dont la carrière d'un médecin peut être affectée par des questions sur son jugement personnel et sa stabilité. La menace était claire. Coopérer ou faire face à un sabotage professionnel. Ryan promettait essentiellement de détruire la carrière de Ben s'il n'acceptait pas de termes qui permettraient à l'affaire de passer 100 heures dans un nouveau mariage. Ben hocha la tête lentement comme s'il considérait sérieusement ces informations. Je vois. Et vous croyez que vous avez l'influence pour que cela se produise? Je sais que je le fais. Ben sortit son téléphone et ouvrit l'application d'enregistrement vocal qu'il avait commencé lorsque Ryan s'est assis. Pourriez-vous répéter cette dernière partie de l'utilisation de votre influence pour nuire à ma carrière médicale si je ne coopère pas avec vos demandes? Le visage de Ryan s'épale en réalisant ce qui venait de se passer. Tu m'enregistrais? Lieu public. Aucune attente d'intimité. Parfaitement légal. Ben a arrêté l'enregistrement et l'a sauvé. Vous venez de menacer d'utiliser un sabotage professionnel comme effet de levier dans un litige pour la garde. C'est l'extorsion. Dr Hutchfield. Ryan a commencé à parler, mais Ben leva une main. Voici ce qui va se passer. Ben a continué, sa voix ne dépassant jamais le niveau conversationnel. Tu vas rester loin de ma femme et de mon fils. Vous allez mettre fin à votre relation avec Tori immédiatement, et vous allez prier pour que le State Medical Board ne reçoive pas de plainte anonyme au sujet d'un chirurgien plasticien qui utilise des menaces professionnelles pour manipuler les cas de garde. Vous ne pouvez rien prouver. Ben a souri pour la première fois lors de leur conversation. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit pour déposer une plainte. J'ai juste besoin d'un soupçon raisonnable de comportement contraire à l'éthique. L'enquête qui suit sera approfondie. Il se pencha en arrière sur sa chaise, regardant Ryan traiter cette nouvelle réalité. Vous voyez, docteur, vous avez fait 2 erreurs critiques. Tout d'abord, vous avez supposé que j'étais juste un autre mari enrichi qui se retournerait pour éviter l'embarras. Deuxièmement, vous avez menacé ma capacité à sauver la vie des enfants. La voix de Ben a pris un bord qui a fait se pencher involontairement en arrière involontairement. J'ai consacré toute ma vie adulte à la chirurgie pédiatrique. J'ai sauvé des centaines d'enfants, dont des bébés prématurés que d'autres médecins ont abandonnés. Ma réputation n'est pas seulement professionnelle. Il est construit sur une base de vie sauvée. Il se leva, se préparant à partir. Si vous essayez d'endommager cette réputation, si vous interférez avec ma capacité à aider les enfants malades, je vous détruirai tellement que vous souhaiterez que vous n'ayez jamais entendu le nom de Hartwell. Ryan a trouvé sa voix tandis que Ben s'éloignait. Ce n'est pas fini. Ben se retourna, son expression mortelle calme. Non, ce n'est pas le cas. Mais cela va se terminer très mal pour vous si vous ne faites pas de meilleurs choix à l'avenir. Alors que Ben quittait le café, il sentit une satisfaction froide se détendre dans sa poitrine. Ryan s'était révélé exactement ce que Ben avait soupçonné, un prédateur qui a utilisé le charme et les menaces dans une égale mesure pour obtenir ce qu'il voulait. Mais Ryan avait également fait une erreur tactique critique. Il avait menacé la carrière médicale de Ben, ce qui signifiait qu'il avait franchi une ligne de la trahison personnelle dans une guerre professionnelle. Et dans cette arène, Ben avait des avantages que Ryan ne pouvait pas imaginer. En moins d'1 heure, Ben avait transmis l'enregistrement à David Ross avec des
Instructions pour préparer des plaintes officielles à la fois au Conseil médical d'État et au comité d'éthique de l'hôpital. Il a également envoyé une copie à Lisa Garrett avec un simple message. Il est temps d'accélérer la phase 2. Si Ryan voulait jouer avec les menaces et l'intimidation, Ben était prêt à lui montrer comment le jeu était vraiment joué. Chapitre 7, l'enquête. Le docteur Marcus Webb, chef de cabinet du Metropolitan General Hospital, était assis en face de Ben dans son bureau spacieux. L'enregistrement des menaces de Ryan jouant dans ses haut-parleurs de bureau pour la deuxième fois. Webb était un homme respecté, un chirurgien qui avait construit sa carrière au mérite et a maintenu la réputation de l'hôpital par une attention particulière aux normes éthiques. C'est très préoccupant, a déclaré Webb après la fin de l'enregistrement. Le docteur Hutchfield suggère qu'il peut influencer les décisions du conseil médical et les revues par les pairs. Cela implique une corruption ou une confiance excessive délirante. Ben avait soigneusement choisi d'abord d'approcher Webb, sachant que toute plainte officielle porterait plus de poids provenant du chef d'état-major que de quelqu'un qui pourrait être considéré comme cherchant à se venger. La réputation de Webb en matière d'intégrité était inhabitable et son approbation donnerait de la crédibilité à toute enquête. Je suis particulièrement troublé par la menace d'interférer avec les soins aux patients, a déclaré Ben. S'il est prêt à suggérer que les patients riches pourraient éviter un chirurgien basé sur des rancunes personnelles. Cela soulève des questions sur son propre processus décisionnel. Webb a hoché la tête avec sonnerie. Je déposerai une plainte officielle auprès du conseil médical cet après-midi. Ce type de comportement est exactement ce que la surveillance professionnelle est conçue pour aborder. Pendant ce temps, l'enquête élargie de Lisa Garrett sur les antécédents de Ryan avait donné des résultats inquiétants. Plus elle a creusé, plus elle a trouvé des preuves d'un modèle qui allait bien au-delà de l'infidélité simple. Vous devez voir cela, a déclaré Lisa, répandant des documents à travers la table de la cuisine de Ben après que Tommy s'est couché. Ryan ne cible pas seulement les femmes riches. Les transferts ont divorcé de son mari. Pratique. Ils investissent dans des entreprises légitimes avec leurs partenaires, mais ils financent en fait son style de vie tout en assumant toute la responsabilité légale. Ben a étudié les documents avec une compréhension croissante. Tori ne sait pas, n'est-ce pas? En fonction de leur communication, non. Il lui parle déjà des opportunités d'investissement, mais n'a pas encore fait son mouvement. Je pense qu'il attendait que le divorce soit définitif avant d'introduire la composante financière. Ben sentit une rage froide s'installer dans sa poitrine. Ryan ne détruisait pas seulement le mariage de Ben. Il prévoyait de voler systématiquement son héritage et ses actifs. L'homme était un prédateur qui avait affiné sa technique au cours des années de pratique. Il y a plus. Lisa a poursuivi, j'ai suivi ses communications avec d'autres cibles potentielles. Il cultive déjà des relations avec au moins 3 autres femmes mariées riches. Ce n'est pas l'amour, c'est son modèle d'affaires. Ben a absorbé ces informations tout en planifiant ses prochains mouvements. La plainte du conseil médical nuirait à une autre approche de Ryan. Je veux que vous contactiez les autres femmes, celles qu'il a déjà fraudées. S'ils sont prêts à coopérer, nous pourrions être en mesure de construire un cas fédéral pour la fraude par fil et le racket. Cela pourrait prendre des mois ou des années à se développer. Ensuite, nous avons besoin d'une solution plus immédiate. Ben se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant le quartier où il pensait qu'il construisait une vie sûre pour sa famille. Que se passerait-il si ses objectifs actuels savaient ce qu'il était vraiment? Lisa sourit. C'est une question intéressante. Jennifer Walsh a été particulièrement amère au sujet de son expérience. Elle pourrait être disposée à partager son histoire avec le bon public. Ben se retourna pour lui faire face, organisant des réunions avec ses victimes précédentes. Je veux tout savoir. Comment il a opéré, quels signes d'avertissement ils ont manqué, quelles preuves ils ont encore. Au cours des 2 prochains jours, Ben a rencontré 3 des anciennes cibles de Ryan. Leurs histoires étaient remarquablement similaires. Le docteur charmant les balais, introduit progressivement des opportunités commerciales, les convainc de quitter leur mari, puis draine systématiquement leurs actifs avant de disparaître. Patricia Mayfield était particulièrement convaincante. Une ancienne avocate qui avait abandonné sa pratique pendant son mariage, elle a perdu non seulement son argent, mais aussi tout son cercle social lorsque Ryan l'a abandonnée. Elle avait toujours des copies de tous leurs documents financiers et communications. J'aurais dû le voir venir, a-t-elle dit lors de leur réunion de café. Mais il était tellement convaincant, si professionnel. Je lui ai fait confiance avec tout. Seriez-vous prêt à avertir ses cibles actuelles?
demanda Ben. Le sourire de Patricia était vif de justification. Avec plaisir. Le téléphone de Ben a sonné alors qu'il rentrait chez lui de la réunion. L'identifiant de l'appelant a montré le bureau du web. Ben, nous avons un problème, a déclaré Webb sans préambule. Le conseil médical a rapidement déménagé sur la plainte. Ils ont commencé une enquête préliminaire ce matin, mais l'avocat de Ryan a déposé une contre-plainte. Quel type de contre-plainte? Harcèlement professionnel, abus de processus et vendetta personnel. Il prétend que vous utilisez votre position et votre réputation pour orchestrer une campagne de destruction professionnelle parce que vous ne pouvez pas accepter que votre femme ait choisi quelqu'un d'autre. Ben s'est arrêté pour se concentrer sur la conversation. Ont-ils des preuves? C'est juste ça. Ils le font. Quelqu'un leur a donné des informations sur votre enquête, vos réunions avec ses anciens associés, même les détails de vos activités de surveillance. Ben sentit un froid couler sur sa colonne vertébrale. Quelqu'un me regarde. Il apparaît ainsi. Ben, tu dois être très prudent ici. S'ils peuvent prouver que vous avez effectué une vendetta personnelle en utilisant des canaux professionnels, cela pourrait se retourner de façon spectaculaire. Après avoir raccroché, Ben s'est assis dans sa voiture pendant plusieurs minutes en traitant ce nouveau développement. Ryan était plus sophistiqué qu'il ne l'avait initialement apparu avec des ressources et des liens qui lui ont permis de surveiller les activités de Ben et de monter une contre-attaque efficace. Mais Ben avait passé des années à effectuer des chirurgies complexes où la marge d'erreur a été mesurée en millimètres et quelques secondes. Il a compris que les moments les plus dangereux de toutes les opérations étaient souvent celles où tout semblait se tromper simultanément. Ce sont les moments qui séparaient les chirurgiens compétents des grands. Ben a commencé sa voiture et est rentré chez lui, planifiant déjà son prochain déménagement. Si Ryan voulait dégénérer ce conflit, Ben était prêt à lui montrer à quoi ressemblait une véritable escalade. Après tout, Ryan avait fait l'erreur de menacer non seulement la famille de Ben, mais sa capacité à sauver la vie des enfants. C'était une ligne que Ben ne permettrait jamais à personne de traverser sans conséquence. Chapitre 8. Le diagnostic final. L'audience de garde d'urgence est arrivée un jeudi matin qui ressemblait plus à un procès qu'à une procédure au tribunal de la famille. Ben s'est assis à côté de David Ross, regardant Tori entrer dans la salle d'audience avec son propre avocat, un spécialiste de la famille de grande puissance nommé Catherine Wilde, qui a normalement facturé $800 l'heure et avait la réputation de tactiques agressives. Tori avait l'air poli et composé, portant une robe de marine conservatrice et un minimum de bijoux. Elle avait clairement été entraînée sur la façon de se présenter comme une mère dévouée qui était injustement attaquée par un mari vindicatif. Ryan n'était pas présent, ayant été informé que son apparence ne compliquerait que les choses. La juge Hélène Morrison était connue pour son approche non décise du droit de la famille et sa sensibilité particulière aux affaires impliquant la protection de l'enfance. Elle a examiné les documents préliminaires avec une attention particulière avant d'appeler la procédure à l'ordre. Il s'agit d'une audience d'urgence pour la garde temporaire en attendant la pleine procédure de divorce. Le juge Morrison a commencé. Le docteur Hartwell demande la garde exclusive sur la base d'allégations d'abandon et de négligence envers les enfants. Madame Hartwell demande la garde conjointe avec des accords de visite standards. David Ross a présenté le cas de Ben méthodiquement, en commençant par les dossiers médicaux de l'hospitalisation de Tommy. La documentation était accablante. Un garçon de 7 ans atteint de méningite bactérienne dont la mère avait refusé de venir à l'hôpital parce qu'elle était à une fête. Votre honneur, a dit David. Les dossiers médicaux montrent que Tommy Hartwell a été admis avec une condition mortelle qui nécessitait un traitement immédiat. Le docteur Hartwell a tenté de contacter sa femme à plusieurs reprises, mais elle a refusé de quitter son engagement social. Il a joué à l'enregistrement que Ben avait fait de leur conversation téléphonique, la voix de Tori faisant écho dans la salle d'audience. Il nous manipule pour l'attention. Laissez-le transpirer. L'expression du juge Morrison s'assombrit en écoutant une mère rejeter l'urgence médicale de son enfant. À la fin de l'enregistrement, elle se tourna vers Catherine Wilde. Conseiller, comment votre client répond-il à ces éléments de preuve? Catherine se tenait avec la confiance de la pratique. Votre honneur, Madame Hartwell assistait à une fonction caritative pour la fondation de l'hôpital pour enfants. Ironiquement, un événement dédié à aider les enfants malades. Elle n'avait aucun moyen de connaître la gravité de l'état de Tommy, et le docteur Hartwell a une histoire documentée de trop inquiet des maladies mineures. C'était une défense raisonnable, mais David était prêt avec sa contre-attaque.
Il a présenté le témoignage de Madame Rodriguez détaillant les absences fréquentes de Tori et le manque d'implication dans les soins quotidiens de Tommy. Il a montré des preuves de l'affaire, notamment des reçus d'hôtel et des accusations de restaurants qui coïncidaient avec les moments où Tommy était malade ou avait besoin d'attention parentale. Les preuves les plus dommageables proviennent des images de surveillance des enquêteurs privés. La vidéo a montré que Tori quittait le brunch du country club dimanche en larmes après avoir été servi, mais l'a également capturé en retournant dans l'appartement de Ryan le même soir, après s'être remis de sa détresse remarquablement rapidement. Votre honneur, continua David. Ces images ont été prises 3 jours après que le fils de Madame Hartwell a été hospitalisé avec une maladie mortelle. Plutôt que de se concentrer sur son rétablissement, elle poursuivait sa relation extramariée. Le juge Morrison a étudié attentivement les preuves avant de se tourner vers Tori. Madame Hartwell, je vais vous demander directement. Lorsque votre fils a été hospitalisé avec une mérite bactérienne, pourquoi avez-vous choisi de ne pas aller à l'hôpital? Pour se tenir, son sang-froid commence à se craquer sous le regard direct du juge. Votre honneur, on m'a dit que c'était juste une fièvre. Mon mari a tendance à être dramatique sur les problèmes médicaux. Je pensais qu'il réagissait de manière excessive. Votre mari est chirurgien pédiatrique, Madame Hartwell. Lorsqu'un chirurgien pédiatrique vous dit que votre enfant a une fièvre de 104 degrés RE et a besoin de soins d'urgence, rejetez-vous généralement cela comme réagissant de manière excessive? Non, votre honneur. J'ai fait une erreur de jugement. La question suivante du juge Morrison a coupé au cœur de la question. Madame Hartwell, êtes-vous actuellement dans une relation romantique avec le docteur Ryan Hutchfield? Catherine Wilde a commencé à s'opposer, mais Tori a répondu avant que son avocat ne puisse intervenir. Oui, votre honneur. Et depuis combien de temps cette relation est-elle en cours? Tori jeta un coup d'œil à son avocat, qui a hoché la tête à contre-cœur. Environ 14 mois. Ainsi, vous avez commencé cette relation alors que vous êtes marié au docteur Hartwell et alors que Tommy avait 6 ans. Oui, votre honneur. Le juge Morrison a pris des notes avant de s'adresser aux 2 avocats. Je vais faire de la récréation pendant 30 minutes pour revoir les preuves. À notre retour, je rendrai ma décision sur la garde temporaire. Pendant la récréation, Ben a regardé Tori se conférer intensément avec son avocat. Il pouvait voir la panique dans ses yeux car elle comprenait finalement que ses actions avaient des conséquences au-delà de l'embarras social. Lorsque le tribunal s'est reconnu, la décision du juge Morrison a été rapide et sans ambiguïté. Sur la base des preuves présentées, je constate que Madame Hartwell a abandonné ses responsabilités parentales lors d'une urgence médicale, en priorisant sa relation personnelle sur le bien-être de son enfant. Les dossiers médicaux montrent clairement que l'état de Tommy Hartwell était mortel et nécessitait une attention parentale immédiate. Elle s'arrêta, regardant directement Tori. Le fait que Madame Hartwell ait rejeté l'urgence médicale de son enfant comme une manipulation tout en continuant à assister à une fonction sociale démontre un échec fondamental du jugement parental. La voix du juge a pris un bord plus difficile. En outre, les preuves montrent un schéma de négligence et de hiérarchisation de la relation extramariée par rapport aux responsabilités parentales. En 14 mois d'adultère, Madame Hartwell n'a apparemment jamais considéré l'impact sur son fils de 7 ans. La décision finale du juge Morrison était dévastatrice pour Tori. La garde temporaire de l'âme est attribuée au docteur Hartwell. Madame Hartwell aura des droits de visite supervisés 2 après-midi par semaine, épinglant l'évaluation psychologique et l'achèvement des cours de parentalité. Au fur et à mesure que le gave tombait, Ben a ressenti un mélange de soulagement et de sombre satisfaction. Tommy serait en sécurité, protégé d'une mère qui s'était avérée disposée à l'abandonner lorsque ses désirs personnels étaient en conflit avec ses fonctions parentales. Tori a fondu en larmes alors que la réalité la frappa. Elle avait perdu son fils parce qu'elle avait choisi son amant sur son enfant lors d'une urgence médicale. Catherine Wilde a immédiatement annoncé son intention de faire appel, mais tout le monde dans la salle d'audience savait que les preuves étaient trop accablantes pour surmonter. Alors qu'il quittait le palais de justice, David Ross a éloigné Ben de côté. La pleine procédure de divorce prendra plusieurs mois, mais avec cette décision de garde, vous êtes dans une position très forte. Tori va devoir accepter les termes de règlement que nous proposons. Ben hocha la tête, mais son esprit allait déjà au-delà de la victoire légale. La bataille de la garde a été gagnée, mais Ryan Hutchfield était toujours là, ciblant toujours d'autres femmes, utilisant toujours ses références médicales pour faciliter la fraude financière. Des mois, sentant apparemment que son monde était devenu plus stable. Vais-je encore voir maman? Parfois, mais tu vas vivre avec moi.
Tommy le considérait sérieusement. D'accord. Allez-vous encore sauver d'autres enfants à l'hôpital? Toujours, Ben a promis, embrassant le front de son fils. Je serai toujours là pour aider les enfants malades à s'améliorer. Alors que Tommy s'endortait, Ben était assis dans la pièce sombre, planifiant ses prochains mouvements. La bataille de la garde était terminée, mais la guerre de Ben avec Ryan Hutchfield ne faisait que commencer. Après tout, l'abandon d'un enfant lors d'une urgence médicale, tout en riant, méritait des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de la perte de garde. Ryan avait menacé de détruire la capacité de Ben à sauver la vie des enfants. Maintenant, Ben allait lui montrer ce qui s'est passé lorsque quelqu'un a fait ce genre de menace contre un homme qui n'avait plus rien à perdre, sauf son fils et tout ce qui est nécessaire pour le protéger. Chapitre 9. La précision du chirurgien. 6 mois après l'audience de garde, Ben se tenait dans la terrasse d'observation surplombant la salle d'opération 3, regardant le docteur Ryan Hutchfield effectuer ce qui serait sa dernière opération au Metropolitan General Hospital. L'ironie n'a pas été perdue pour Ben que Ryan produisait une chirurgie esthétique rhinoplastique, tandis que Ben venait de terminer une opération de 6 heures pour éliminer une tumeur cérébrale d'une fillette de 9 ans. L'enquête du State Medical Board s'est terminée 3 semaines plus tôt avec un rapport dévastateur. La conduite professionnelle de Ryan a été jugée grossièrement contraire à l'éthique, et sa licence médicale a été suspendue en attendant une audience disciplinaire complète. Les preuves avaient été écrasantes. Des menaces enregistrées contre un collègue, documentées par la fraude financière contre les patients et un modèle d'inconduite professionnelle couvrant plusieurs années. Mais l'action du conseil médical n'était que le début des problèmes de Ryan. L'enquête de Lisa Garrett avait évolué en quelque chose de bien plus complet qu'elle ne l'avait imaginé à l'origine. En travaillant avec Patricia Mayfield et 2 autres victimes, ils avaient rassemblé un cas fédéral qui a peint Ryan comme le centre d'une opération de fraude sophistiquée ciblant les femmes riches dans toute la région. Le FBI avait attaqué les bureaux de Ryan et a gelé ses actifs il y a 3 jours. Les accusations comprenaient la fraude par fil, le blanchiment d'argent et le racket en vertu de la loi RICO. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Ryan a connu jusqu'à 30 ans de prison fédérale. Ben a regardé à travers le verre tandis que Ryan avait du mal à maintenir son sang-froid tout en effectuant une intervention chirurgicale sous les yeux vigilants des administrateurs de l'hôpital. Les accusations fédérales se sont répandues rapidement dans la communauté médicale et la réputation de Ryan était en ruine. Ses riches patients l'avaient abandonné. Ses collègues l'ont évité et sa pratique s'effondrait. Un travail impressionnant, a déclaré une voix derrière Ben. Il se tourna pour trouver le docteur Marcus Webb s'approchant avec 2 tasses de café. Le chef de cabinet en a remis un à Ben et l'a rejoint à la fenêtre d'observation. L'enquête du conseil d'administration. Webb secoua la tête. Tout cela. La façon dont vous avez tout documenté, construit méthodiquement votre cas. Ne laissez jamais l'émotion compromettre votre jugement. C'était comme regarder un maître chirurgien aborder une opération complexe. Ben sirota son café, regardant les mains de Ryan secouer légèrement pendant qu'il travaillait. Il l'a rendu facile en étant exactement ce que je pensais qu'il était. Tori ne va pas bien. J'entends que c'était vrai. Tori avait été dévastée par la cascade des révélations sur la vraie nature de Ryan. Lorsque les accusations fédérales ont été annoncées, elle avait finalement compris qu'elle avait été ciblée comme sa prochaine victime plutôt que son véritable amour. L'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal de la famille l'avait trouvée gravement déprimée et aux prises avec la réalité de ses choix. Elle est en thérapie, dit simplement Ben. Tommy la voit 2 fois par semaine sous supervision. Elle essaie de reconstruire leur relation. Et toi? Ben a soigneusement examiné la question. Je suis exactement là où je devrais être. Tommy est saine et heureuse. Ma pratique est prospère. Je sauve la vie des enfants tous les jours. Ce qu'il n'a pas dit à Webb, c'est qu'il avait trouvé un sentiment de satisfaction dans la destruction systématique de la vie de Ryan qui l'a surpris avec son intensité. L'homme qui avait menacé la capacité de Ben à aider les enfants malades était désormais encouru par des décennies de prison. Sa carrière médicale terminée, sa réputation a détruit. Le téléphone de Ben a bourdonné d'un texte de David Ross. Divorce finalisé. Règlement approuvé par le tribunal. Félicitations. Le décret de divorce final avait été remarquablement favorable à Ben. Avec la crédibilité de Tori détruite par les audiences de garde et son association avec un criminel fédéral, elle n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter des conditions qui ont donné à Ben la maison, la garde principale de Tommy et les obligations minimales de pension alimentaire.
Son fonds en fiducie répondrait à ses besoins fondamentaux, mais le style de vie auquel elle s'était habituée était terminé. Je devrais revenir, a déclaré Ben, terminant son café. J'ai une consultation avec les parents d'un enfant de 3 ans qui a besoin d'une chirurgie cardiaque. Webb hocha la tête. Ben, ce que vous avez vécu aurait brisé beaucoup d'hommes. Le fait que vous ne le laissez jamais compromettre votre travail, ne le laisse jamais affecter vos patients, c'est ce qui fait de vous un chirurgien exceptionnel. Alors que Ben revenait vers l'aile pédiatrique, il passa le mur d'honneur de l'hôpital. Photographie de médecins qui avaient apporté une contribution significative à la protection de l'enfance. Sa propre photo avait été ajoutée le mois dernier, reconnaissant son rôle dans la création d'un nouveau programme de chirurgie pédiatrique d'urgence. Ben s'arrêta à l'école de Tommy sur le chemin du retour, arrivant au début du licenciement. Il a regardé son fils émerger du bâtiment avec son sac à dos et sa boîte à lunch, scannant la foule de parents jusqu'à ce qu'il repère Ben. Le visage de Tommy s'est éclairé d'une véritable joie alors qu'il courait vers son père. « Papa, devine quoi? J'ai un A sur mon projet scientifique. » Ben a soulevé Tommy dans un câlin, sentant le poids solide de son fils dans ses bras. « C'est merveilleux, mon pote. De quoi parlait votre projet? Comment les médecins sauvent les gens? J'ai dit à tout le monde de ce que vous faites. » Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la voiture, Tommy bavardant avec enthousiasme à propos de sa journée d'école, Ben a réfléchi au voyage qui les avait amenés à ce point. La trahison qui avait presque détruit sa famille les avait finalement rendues plus fortes. Tommy prospérait avec la stabilité et l'attention qu'il méritait, et Ben avait appris qu'il était capable de protéger ce qui comptait le plus pour lui avec une impitoyabilité qui s'est même surpris. Son téléphone a sonné alors qu'il rentrait chez eux. L'identifiant de l'appelant a montré le numéro de l'hôpital. Dr Hartwell speaking. Docteur, nous avons une urgence. Un enfant de 5 ans est venu avec des blessures internes d'une chute. La famille vous a spécifiquement demandé. Ben a regardé Tommy dans le rétroviseur, puis a pris une décision qui aurait été impossible pendant son mariage. Je serai là dans 15 minutes et préparerai une salle de soins intensifs pédiatriques. J'ai le sentiment que nous allons en avoir besoin. Il a appelé Madame Rodriguez pour les rencontrer à l'hôpital où elle regardait Tommy dans la zone d'attente de la famille tandis que Ben avait sauvé la vie d'un autre enfant. C'était un arrangement parfait. Tommy serait en sécurité et soigné pendant que Ben faisait ce qu'il faisait de mieux. Alors qu'il s'arrêtait dans le parking de l'hôpital, Ben s'est rendu compte qu'il avait trouvé quelque chose de mieux que la vie qu'il avait perdue. Il avait son fils, sa vocation et la certitude absolue qu'il ne permettrait plus jamais personne à menacer. Ryan Hutchfield faisait face à une prison fédérale. Sa carrière médicale a détruit et sa réputation en ruine. Tori était seul, aux prises avec les conséquences des choix qui lui avaient coûté tout ce qui comptait. Les deux avaient appris que la trahison du docteur Benjamin Hartwell avait des prix qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer. Ben Hartwell était devenu exactement ce que la situation exigeait. Un homme qui a protégé ce qui comptait le plus pour lui avec une précision chirurgicale et absolument aucune pitié pour ceux qui ont menacé sa famille. Et cet homme ne faisait que commencer. C'est là que notre histoire touche à sa fin.